Partie 1. L'économie. L'économie est une science sociale qui étudie les décisions individuelles et collectives de production, réparation et utilisation des ressources rares comme l'argent et le temps. La principale question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est comment crée-t-on la richesse et la mesure-t-on? Nous avons travaillé sur ça en cours de CS avec M. Bouchard et je vous en parle dès maintenant. Pour comprendre et expliquer cette question, nous devons déjà savoir qui produit. Il existe différentes organisations qui produisent des biens et des services. Ce sont des organisations productives. Ces organisations peuvent avoir une valeur marchande, qui a un prix significatif, déclaré et légal, ou une valeur non marchande, gratuite ou quasiment gratuite. Les organisations productives non marchandes peuvent être publiques, on les appelle administrations, comme le ministère de la Justice, ou privées, ce sont des institutions sans but lucratif ou services de ménage, comme les Restos du Cœur. Les organisations productives marchandes sont appelées entreprises. Elles peuvent être publiques, SNCF, ou privées, qui peuvent être soit à but lucratif, Carrefour, Darty, ou soit sans but lucratif, association aide à domicile ou coopératives de production. Maintenant, intéressons-nous à la production. Les organisations produisent des biens, matériels durables et conservables, et des services, utilisables sur le moment et immatériels. Il existe plusieurs facteurs de production. Le facteur travail, qui représente l'ensemble de la main-d'œuvre, le capital fixe, représente l'ensemble des moyens de production durable, et les ressources naturelles, qui sont composées d'éléments provenant de la terre, du ciel et de la mer. Pour produire, les organisations vont combiner les facteurs de production. C'est la combinaison productive. Les facteurs sont donc complémentaires ou substituables. Au jour d'aujourd'hui, on observe une substitution du facteur travail au capital, due au progrès technique. C'est une forme de combinaison productive. Intéressons-nous maintenant à la mesure de la création de richesse. Pour mesurer la richesse d'une entreprise, nous pouvons nous baser sur plusieurs facteurs. Tout d'abord, le chiffre d'affaires, qui correspond à la quantité vendue fois le prix de vente. Ensuite, nous avons la valeur ajoutée, qui correspond à la richesse créée par l'entreprise. Pour la calculer, il faut faire le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui est détruit ou transformé durant la production. Pour finir, nous avons le bénéfice, qui correspond au chiffre d'affaires moins les coûts de production, coût total pour conduire un bien ou un service. La somme totale de toutes les valeurs ajoutées dans un pays correspond à notre PIB. Le PIB mesure donc le niveau de production de richesse d'un pays. Les USA et la Chine cumulent à eux deux environ 40% du PIB mondial. La France, elle, se trouve en 25e place à l'échelle mondiale, avec un PIB de 65 940,40 $. Mais cette donnée, donc le PIB, a tout de même des limites, car elle ne prend pas en compte le développement durable et le travail au noir ou au black, et surtout le bien-être des êtres humains. En économie, nous pouvons nous poser une deuxième grande question, c'est comment se forment les prix sur un marché. Nous avons parlé de cela avec M. Bouchard, et je vous raconte ça dès maintenant. Pour commencer, nous allons vous donner une définition, qui semble assez compliquée, mais quand on la comprend, assez simple. Donc, nous allons définir ce que c'est qu'un marché. Un marché est donc un endroit réel ou fictif, où se rencontrent l'offre et la demande pour aboutir à des échanges. Ces échanges se font à un prix d'équilibre. Exemple de marché réel, la boulangerie, la boucherie, le marché de Salange. Exemple de marché fictif, marché boursier ou financier. En économie, les agents sont considérés comme rationnels, donc logiques. L'offre, le vendeur, cherche à vendre le plus cher possible et la demande, l'acheteur, à payer le moins cher possible. Le prix d'équilibre correspond au prix auquel l'offre et la demande s'échangent le bien ou le service. Pour comprendre cela, travaillons maintenant sur un graphique. Nous voyons que si le prix d'équilibre est supérieur au prix proposé, la demande va être élevée comparée à l'offre, qui sera faible. Et inversement, si le prix d'équilibre est inférieur au prix proposé. Voyons tout de même maintenant les effets d'une subvention. La subvention est un mécanisme par lequel l'État va attribuer quelques aides financières pour l'obtention d'un produit, pour la demande, ou réduire les coûts de production, pour l'offre. C'est le cas pour les énergies vertes et le développement durable, comme les voitures électriques. Travaillons maintenant par rapport au graphique. Nous voyons que sur ce graphique, le premier graphique, le nouveau prix d'équilibre est plus haut, mais le prix d'équilibre est toujours l'endroit où l'offre et la demande se croisent. Et nous voyons exactement la même remarque sur le deuxième graphique. Nous pouvons conclure que la subvention est du coup une aide financière pour l'obtention d'un produit, comme je vous l'ai dit précédemment, par l'État.
Voyons maintenant les effets de la taxe. La taxe est une sorte d'impôt qui peut impacter la demande. Si un produit est taxé, il coûtera plus cher. La demande va donc diminuer. La taxe peut aussi impacter l'offre. Taxe sur la production des biens, car le coût de production est plus élevé. L'État, lui, taxe tous les produits qui nuisent à l'environnement et à la santé. C'est donc pour ça qu'on les trouve plus chers. Qu'est-ce que la sociologie? La sociologie est une science sociale qui étudie les manières d'agir, de penser, de sortir des individus en groupe ou en société. Maintenant, nous allons voir comment nous devenons des acteurs sociaux, et je t'en parle dès maintenant. Nous allons d'abord nous intéresser à savoir ce qu'est la socialisation. La socialisation est un processus d'apprentissage qui peut être conscient, écouter ses parents, ou inconscient, imitation, qui permet à un individu d'interroger les normes et les valeurs. Les normes sont des règles de conduite, d'application des valeurs dans une société. Les valeurs, elles, ont des principes, des idéaux qui guident une société. La socialisation est donc un processus qui concerne les individus tout au long de leur vie afin de construire leur identité sociale. L'identité sociale correspond au sentiment d'appartenance à un groupe social. Intéressons-nous aux instances de socialisation des jeunes. Le processus de socialisation propose plusieurs étapes. Pour commencer, la famille, avec les parents qui transmettent des normes et des valeurs de manière consciente ou inconsciente, comme le respect et la fraternité. Puis nous avons l'école où on acquiert des valeurs telles que la réussite, la méritocratie et la vie en communauté, comme le respect de l'autre et l'entraide. Nous avons ensuite le groupe de pairs. L'enfant partage certaines caractéristiques, les centres d'intérêt avec des individus qui le considèrent comme semblable. Il calque son identité sur eux. Et pour finir, les médias communiquent des opinions populaires et les réseaux sociaux peuvent influencer les valeurs des individus. Nous pouvons maintenant nous poser la question ou se demander si la socialisation est la même pour tous. Et je te l'explique dès maintenant. Question, nous pouvons déjà répondre non, car la socialisation est différenciée selon le genre de l'individu. Les enfants sont donc élevés de manière différente en respectant les stéréotypes de la société. En effet, on attribuera des couleurs plus douces pour une fille qu'un garçon. De plus, les garçons sont considérés comme plus forts et ambitieux, tandis que la fille comme sensible et affective. Ces rôles sociaux sont assimilés par l'imitation du comportement des parents. La socialisation est en partie responsable des inégalités hommes-femmes sur le marché du travail, professions jugées plus féminines, infirmières, institut, et les garçons, eux, font des études plus scientifiques. À cette question, nous pouvons rajouter un deuxième non, car les normes et les valeurs sont différentes si tu fais partie des classes populaires ou supérieures. Les enfants seront en général plus suivis dans leur scolarité dans la classe supérieure. Ils auront développé des connaissances plus utiles à leur réussite scolaire, grâce aux sorties culturelles. Il y a une forte ségrégation géographique aussi qui aboutira. Et je vais répondre à la question suivante. Comment s'organise la vie politique? Allez viens, je t'en parle dès maintenant. Tout d'abord, il faut savoir que la politique repose sur la Constitution. C'est la base de notre système au sein de notre État. Les pouvoirs sont divisés en 3 parties. Le pouvoir exécutif, le gouvernement, qui fait appliquer les lois. Le pouvoir législatif, le Parlement, qui vote les lois. Et le pouvoir judiciaire, les juges et les magistrats, qui règlent les litiges. D'après Montesquieu, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif peut dissoudre l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif. À l'inverse, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure afin de renverser le gouvernement. Mais encore, le pouvoir exécutif peut imposer des lois à la place du pouvoir législatif grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Nous sommes représentés par des partis politiques, regroupement de personnes qui partagent les mêmes idées et qui sont élus par le vote. L'organisation de la Ve République, c'est le schéma ci-dessous. Mais pose et regarde-le attentivement. De nos jours, pour être à la tête d'un État, il faut passer par le vote, hormis pour les dictatures, mais ça c'est autre chose. Tout d'abord, intéressons-nous au scrutin majoritaire. La première possibilité du scrutin majoritaire, c'est la majorité à un tour. Celui qui récolte le plus de votes est élu. Ensuite, la deuxième possibilité est le scrutin à 2 tours. Les
les 2 personnes qui ont le plus de votes passent pour le second tour. Les autres qui n'ont eu le moins de votes vont diriger leurs électeurs vers d'autres candidats et celui qui aura le plus de votes à l'issue du second tour sera élu. Il y a ensuite le scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel est plutôt simple. Le nombre de votes recueillis par un parti est le nombre de sièges qu'il va obtenir. Ce mode se pratique en un seul tour. Après avoir évoqué ces 2 modes de scrutin, parlons maintenant de leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages du scrutin majoritaire sont qu'il y a une majorité stable et donc une stabilité politique. Les avantages du scrutin proportionnel sont qu'il favorise la diversité politique et donne un rôle important aux petits partis. Mais il y a bien sûr des inconvénients qui sont pour le scrutin majoritaire qui défavorise les petits partis, injustifie la répartition. Et les inconvénients du scrutin proportionnel, c'est l'instabilité du gouvernement. Donc les inconvénients d'un font les avantages de l'autre et vice versa. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va te faire devenir un pro de l'SES comme Monsieur Bouchard. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un petit like pour ne pas rater nos aventures. Allez, ciao ciao.